Les marécages de Floride sont un petit paradis pour la faune, ou plus précisément, ils étaient un paradis avant l'arrivée des pitons birmans, des quantités de serpents qui éliminent les animaux locaux un par un. Tout espoir avait disparu, mais une bête a surgi qui ne craint même pas les serpents mortels. Ça pourrait tout changer. La question c'est, de quel côté est cette bête ? Ces marécages ont besoin d'un héros. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. En Floride, les serpents invasifs sont un tel problème qu'on n'arrive tout simplement pas à le résoudre et les pires bien sûr sont les pitons birmans. Ils se sont installés dans le sud de la Floride, ils y ont établi une population stable et ils n'ont aucune intention de partir. Les pitons birmans repoussent les animaux indigènes et volent leur nourriture et leur espace vital. Mammifères, oiseaux et reptiles sont touchés et les conséquences sont visibles à l'œil nu. Dans le parc des Everglades, les populations de nombreux animaux indigènes ont chuté de façon catastrophique. Une étude de 2012 a montré que depuis 1997, la population de ratons laveurs a chuté de 99,3%, celle d'opossums de 98,9% et celle de lynx roux de 87,5%. Les zones reculées du sud, où les pitons sont présents depuis le plus longtemps, sont les plus durement touchées. Selon les estimations les plus prudentes, il y en a déjà des dizaines de milliers. Mais les pitons birmans ne sont pas le seul problème. Ils accaparent l'attention, mais d'autres gros serpents se sont installés en Floride, des anacondas et des boas. Ils se sont fait une place dans l'état ensoleillé et ils étendent régulièrement leur territoire. Gouvernements et chercheurs tentent d'arrêter cette invasion depuis des années. En 2023, par exemple, 2,9 millions d'euros ont été alloués aux efforts d'éradication des pitons birmans et autres espèces non indigènes. Mais malgré les efforts déployés et l'argent consacré à la tâche, la situation ne change guère. Pourtant, Internet a eu une idée qui pourrait tout changer. Veuillez accueillir une bête capable de résister au venin des serpents mortels. Une bête que le livre Guinness des records appelle la créature la plus intrépide de la planète. Une bête qui n'hésite pas à affronter un lion ou une hyène pour de la nourriture. Le ratel. Pourrait-on introduire des ratels dans les Everglades de Floride pour faire chuter la population de pitons birmans ? Les ratels sont des mammifères courants en Afrique, dans le sud-ouest de l'Asie et dans le sous-continent indien. C'est l'autre bout du monde par rapport à la Floride, et sur le papier, ce plan semble insensé. Pourquoi des ratels d'ailleurs ? Bon, si vous vous posez la question, c'est que vous n'en avez jamais entendu parler. Les ratels sont des mammifères féroces que l'on confond souvent avec les blaireaux, bien qu'ils soient plus proches des belettes et autres mustélidés. Ils ressemblent en effet à des blaireaux, avec une bande blanche en forme de bol qui leur court sur le dos. Mais derrière cet aspect original se cache une férocité dont tout prédateur serait fier. Les ratels sont omnivores et ils se fichent de ce qu'ils ont devant eux, plantes ou animales, proies fraîchement tuées ou cadavres qui traînent, petits lézards ou antilopes 10 fois plus grosses qu'eux. S'ils doivent se battre contre des lions pour de la nourriture, ils se battront. Et tant pis pour les lions. Leur appétit et leur régime alimentaire demandent de la puissance, mais aussi de l'intelligence. Les ratels creusent, grimpent, se faufilent dans des fissures et trouvent leur chemin pour en ressortir, résolvant sans cesse des problèmes pour rester en vie. Ils ont un gros cerveau et ils font partie des rares animaux non primates qui utilisent des outils. Leur peau est très résistante et lâche. Ça leur procure un curieux avantage. Si un prédateur plante ses crocs dedans, l'animal peut littéralement se retourner à l'intérieur de sa propre peau et mordre en retour. Leurs longues griffes des pattes avant et leurs pattes puissantes ne servent pas qu'à creuser, c'est aussi des armes. Ces griffes, qui peuvent mesurer 4 cm, peuvent percer la carapace d'une tortue. Un léopard ou une hyène inexpérimentée ne tentera qu'une fois d'attaquer un ratel. On ne l'y reprendra pas. Il y a une histoire qui parle de 3 ratels chassant 7 lions pour s'emparer de leur proie. Une autre évoque un ratel suivant une piste sur des dizaines de kilomètres, implacable jusqu'à parvenir à ses fins.
En Afrique du Sud, il s'attaque même aux oryx, d'énormes antilopes qui font 10 fois leur poids. Pour un ratel, l'attaque est la meilleure des défenses. Pas étonnant que cet animal soit devenu une vraie star d'Internet. Une vidéo YouTube sous-titrée « Les ratels s'en fichent » a accumulé plus de 100 millions de vues. Le ratel est devenu un symbole d'intrépidité et de ténacité, une icône et le héros de nombreux mèmes. C'est pourquoi, quand le problème des pitons birmans est apparu, beaucoup ont pensé « qui mieux que des ratels pourrait gérer l'invasion ?» Il y a un autre facteur important. Les serpents représentent un quart du régime alimentaire des ratels. Et je ne parle pas de petites couleuvres inoffensives, mais de vrais prédateurs venimeux. On croit souvent que les ratels naissent immunisés contre le venin, mais c'est inexact. Leur résistance se développe graduellement. Les femelles élèvent les petits longtemps, jusqu'à 1 an et demi, et ils sont scolarisés à l'école du venin. Elles leur présentent d'abord des scorpions, assez faibles, puis des créatures plus dangereuses. Une fois les petits assez forts, ils s'attaquent aux cobras et aux vipères. On pense que, génération après génération, les ratels et leurs ancêtres ont développé une résistance au niveau moléculaire et qu'ils peuvent maintenant survivre à des doses qui tueraient n'importe quel autre animal. Même les énormes pitons ne leur semblent pas imbattables. Le python de Séba est 3 fois plus lourd qu'un ratel et il peut peser 90 kg. C'est l'un des plus gros serpents au monde, un chasseur expérimenté capable d'écraser sa proie dans ses anneaux. Mais le ratel l'emporte non par la taille, mais par la férocité. En 2017, dans le parc national Kruger en Afrique du Sud, une partie de chasse a été filmée. Un ratel a attiré un gros python hors de sa cachette avant de l'attaquer et il a gagné. Lors de tels combats, le ratel sort souvent vainqueur. Mais les ratels n'affrontent pas que des serpents, ils se battent aussi contre leurs concurrents. Dans un parc du Botswana, une scène rare a été filmée. Un ratel, un python et 2 chacals. Au début, le ratel semblait perdu. Le python s'est enroulé autour de lui et il a commencé à serrer. Mais un chacal a sauté, il a mordu le serpent et le ratel a saisi sa chance. Il s'est libéré, il s'est accroché au python et il l'a traîné dans les buissons. Le second chacal a couru vers la proie, mais le ratel n'était pas très reconnaissant et a refusé de partager. Bref, dans leur Afrique natale, les ratels chassent les pythons et ils peuvent même voler leur proie à d'autres prédateurs. Là où les autres évitent les serpents, eux passent à l'attaque. Mais qu'en est-il des serpents de Floride ? Certes, un ratel peut maîtriser un python de Séba d'Afrique australe. Mais un python birman, c'est une autre histoire. Un python de Séba mesure 2,8 à 4 mètres et peut rarement dépasser 4,60 m. Un python birman, quant à lui, atteint fréquemment 5 mètres. Le détenteur du record est dans le livre Guinness des records. En juillet 2023, un spécimen de 5,79 mètres a été capturé en Floride, un monstre capable de rivaliser avec un anaconda. Dans l'ensemble, le python birman est plus gros et plus dangereux que le python de Séba. Mais c'est pas si simple. Aucun serpent ne mesure 5 mètres de long à la naissance. Pour atteindre cette taille gigantesque, il a besoin de temps et de nourriture, ce qui signifie que la Floride abrite des dizaines de milliers de petits pythons, qui font à peu près la même taille que les pythons de Séba. Des adversaires ordinaires pour un ratel. Imaginons que des ratels soient relâchés en Floride. À quoi ça pourrait mener ? En Asie du Sud-Est, d'où viennent les pythons birmans, ils ont plein d'ennemis. Crocodiles, varans, cobras royaux, autres pythons, tigres. Bref, toutes sortes d'animaux les chassent. Mais en Floride, il n'y a rien de tel, et les pythons s'y reproduisent comme des fous. Une fois qu'un python est assez grand, plus rien ne le menace. Rien ne peut lui nuire, à part peut-être un alligator ou un crocodile américain. C'est pourquoi leur population a explosé. Le ratel, en théorie, pourrait être le prédateur manquant qui restaurerait l'équilibre. De plus, comme je l'ai dit, le ratel est omnivore. Son régime inclut des œufs, ce qui signifie qu'il peut se régaler de pythons à n'importe quel stade de leur vie. D'abord, il pille les nids et mange les œufs, puis il chasse les jeunes serpents. Et même quand les pythons ont atteint un âge où plus personne ne les embête, le ratel ne lâche rien, parce que, c'est un ratel. Pour lui, il n'y a pas de mauvaise proie. L'environnement ne sera pas un problème, car le ratel vit à peu près partout. Forêt, plaine, désert.
Le climat de la Floride, avec ses marécages, sa chaleur tropicale et ses broussailles épaisses, lui conviendra parfaitement. Grâce à son adaptabilité, il pourra se répandre sur le territoire des pitons et les chasser partout où ils causent des problèmes. C'est du bon vieux contrôle biologique. On fait venir un chasseur né de serpents et les méthodes telles que piège, tir et chasse finissent aux oubliettes. En fait, ça fait même économiser de l'argent. On paie une fois pour faire venir des ratels et après ça, plus besoin de dépenser des millions comme on le fait actuellement. On dirait que c'est la solution rêvée, mais attendez, elle a des inconvénients. D'abord, le ratel est omnivore, ce qui est en général un avantage. Il n'est pas spécialisé dans les serpents, c'est un touche-à-tout vorace. Dans la nature, il mange jusqu'à 60 espèces différentes, insectes, grenouilles, tortues, lézards, rongeurs et oiseaux, ainsi que leurs œufs. Il mange aussi des baies, des racines et des bulbes. Il nettoie les moindres parties de ses proies, peau, poils, plumes, viande et os. Il préfère les animaux de plus de 100 grammes, cobras, jeunes pitons, lièvres. On a même vu des ratels attaquer des moutons et des chèvres et tuer des mambas noirs. En Inde, on dit que le ratel creuse les tombes humaines pour se payer un casse-croûte. Il n'a aucune limite, il mange de tout. Maintenant, imaginez relâcher ce hachoir à viande vivant, rusé et intelligent en Floride. Une région riche de 80 écosystèmes, abritant 700 espèces d'animaux terrestres, 200 espèces de poissons d'eau douce, des milliers d'espèces de poissons marins et d'innombrables insectes. Beaucoup de plantes uniques y vivent, dont certaines sont menacées. Les chercheurs ont compté plus de 1500 espèces végétales endémiques de la plaine côtière nord-américaine, dont 250 ne se trouvent qu'en Floride. Cette plaine a même été nommée le 36e point chaud de biodiversité à l'échelle mondiale. L'endroit regorge de petits animaux et aucun d'entre eux n'est prêt à l'arrivée d'un prédateur si vorace. On ne peut pas ordonner aux ratels de ne manger que des pitons birmans, évidemment. Ils avaleront tout ce sur quoi ils pourront mettre la patte. En fait, ils ne remarqueront peut-être même pas les pitons. Pourquoi s'embêter avec une proie grosse et dangereuse quand il y a un buffet à disposition ? Voilà pour le premier inconvénient. Quant au second, c'est l'ampleur de la menace pour les animaux locaux qui sont déjà à la peine. Comme je l'ai dit, la Floride abrite beaucoup d'espèces rares. Le long d'un tronçon de 32 km le long de la côte est, les tortues de mer pondent plus de 68 tonnes d'œufs. 5 espèces y nichent, dont 3 sont considérées comme vulnérables et 2 sont au bord de l'extinction. Ces œufs seraient un repas plus facile et plus sûr pour les ratels que les dangereux pitons birmans. La situation des crocodiles américains n'est guère meilleure. Ils vivent dans les zones côtières du sud de la Floride, à la limite nord de leur ancien territoire. En 1975, ils ont été classés comme espèces en danger, et bien que leur population soit passée de quelques centaines à environ 2000 adultes depuis, l'espèce est encore menacée. Les œufs de crocodile, comme les œufs de tortue, seraient un délice pour les ratels. De plus, contrairement aux pitons, ils n'opposeraient aucune résistance. Enfin, troisième inconvénient, en Floride, le ratel serait lui aussi une espèce non indigène, sans prédateur naturel. En fait, même en Afrique, il a peu d'ennemis. Parfois, des léopards, des lions ou des hyènes le chassent, mais le plus souvent, les prédateurs restent à distance de lui. L'animal est petit mais féroce, ce qui fait peu de viande pour beaucoup d'efforts. Mieux vaut s'attaquer à quelque chose de plus gros et plus paisible. En Floride, la liste de ses ennemis potentiels inclurait le lynx roux, le puma, l'ours noir et l'alligator. Mais il y a 2 choses à noter. D'abord, toutes ces espèces sont rares en dehors de l'alligator, elles ne suffiraient pas à affecter la population de ratels. Ensuite, elles feraient la même découverte que les lions et les hyènes en Afrique. Mieux vaut ne pas embêter cet animal. Ainsi, on se retrouverait avec un prédateur agressif et vorace dont personne ne pourrait contrôler la population. La conclusion saute aux yeux. L'idée d'introduire des ratels en Floride est à tout le moins discutable. Mais pour confirmer que c'est une mauvaise idée, étudions l'histoire. Elle regorge d'exemples de contrôles biologiques qui ont fini en catastrophe biologique. L'une des catastrophes les plus célèbres s'est produite à Hawaï à la fin du 19e siècle. À l'époque, les riches propriétaires de plantations tentaient de sauver leur culture principale, la canne à sucre.
Les rats adoraient le jus sucré et rongeaient les tiges, ruinant la récolte, mais dans les années 1880, les fermiers pensaient avoir trouvé la solution parfaite. Ils ont fait venir des mangoustes sur les îles. Le raisonnement était simple, les prédateurs devaient chasser les rats et les éliminer pour sauver les cannes. Mais la théorie a heurté le mur de la réalité. Rats et mangoustes avaient des horaires différents. Les rats chassaient la nuit, tandis que les mangoustes étaient actifs pendant la journée. Ils se croisaient rarement, et quand ça se produisait, les mangoustes dédaignaient les rats. Au lieu de ça, les sauveuses d'Hawaï s'en prenaient aux espèces locales. Les mangoustes se sont révélées très adaptables, et elles se sont répandues sur les îles. Contrôler leur nombre s'est avéré difficile. Elles chassaient les petits oiseaux et leurs œufs, les tortues de mer, les insectes. Elles mangeaient même les plantes et les fruits. Bien sûr, les conséquences ont été catastrophiques pour l'écosystème insulaire. Aujourd'hui, on considère qu'elles sont responsables de la disparition de 8 espèces d'oiseaux endémiques de Hawaï. La seconde histoire n'est pas moins célèbre car elle s'est passée en Australie en 1935. À l'époque, les planteurs de canne à sucre cherchaient eux aussi un moyen de lutter contre les parasites des coléoptères qui mangeaient les racines. À leur demande, le gouvernement a relâché 2400 crapauds buffles dans le nord du Queensland. Le plan était le même qu'à Hawaï, les crapauds devaient manger les coléoptères et sauver la récolte. Mais l'histoire s'est répétée. En Australie, ces amphibiens n'avaient aucun prédateur naturel et ils ont fort apprécié la nourriture illimitée et l'environnement agréable. Les crapauds étaient omnivores, ils se reproduisaient vite et ils se sont répandus à toute allure. Maintenant, leur population se compte en millions. Leur poison est mortel pour les espèces locales et les animaux domestiques. Si un animal touche un crapaud, en le mordant, le léchant ou l'avalant, il peut en mourir. En plus de ça, les crapauds repoussent les espèces indigènes, volant leur nourriture et leur espace vital. Enfin, on a déjà parlé de ça récemment, je ne vais pas tout répéter. Il y a plein d'histoires similaires à travers le monde. Prenons les guppies, ces poissons d'aquarium colorés. On en a expédié partout pour combattre la malaria. En effet, ils adorent les œufs de moustiques, alors pourquoi se priver? Mais aujourd'hui, ces poissons se sont installés dans plus de 60 pays où ils causent des problèmes. Au Mexique, par exemple, ils sont une menace pour les vairons brochés indigènes. Autre exemple, la coccinelle asiatique, native du continent en question. Depuis les années 1910, elle a été utilisée comme agent de contrôle biologique contre les pucerons et les cochenilles. Elle était vue comme la solution ultime, capable de survivre dans toutes les conditions, vorace, adaptable et pouvant s'attaquer à tous les parasites. Et effectivement, elle s'est révélée efficace comme moyen de contrôle. Mais les effets secondaires ont fait leur apparition. Aujourd'hui, des populations de coccinelles se sont installées dans 59 pays, en plus de son territoire natif, de l'Europe aux deux Amériques. L'espèce est devenue invasive, menaçant les espèces locales et l'agriculture. Un quart des chercheurs interrogés appellent cette coccinelle une menace potentielle. Et enfin, un cas issu du milieu aquatique. Le poisson de Saint-Pierre, un cyclidé, ne se trouvait autrefois que dans la moitié nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. De nos jours cependant, il est partout. Il s'est répandu volontairement ainsi que par accident, on s'en servait contre les algues. Le problème, c'est que ce poisson est aussi gourmand que peu difficile. Il mange les pupes d'insectes, ce qui réduit la biomasse dont se nourrissent les poissons locaux. Et sa zone d'invasion est impressionnante. Asie du Sud-Est, Asie de l'Ouest, Australie occidentale, îles du Pacifique Sud, États-Unis, Europe, Caraïbes. Le poisson de Saint-Pierre s'est établi presque partout et il rivalise avec la faune locale pour les ressources. En fait, le parallèle avec le ratel est évident. Être gourmand et omnivore n'est pas un avantage, mais un inconvénient. Si on relâchait un ratel en Floride, il se comporterait comme un poisson de Saint-Pierre terrestre, ou une mangouste, une coccinelle ou encore un crapaud buffle. La raison de ces catastrophes, c'est que le contrôle biologique a été trop souvent effectué sans recherche appropriée et sans comprendre les problèmes collatéraux. Le terme même de contrôle biologique sonne bien, ça évoque de belles images. Un prédateur combat un parasite, la nature restaure l'équilibre toute seule, les humains ne lui donnant qu'un petit coup de pouce. Et tout le monde est content. Mais la réalité est moins heureuse.
des catastrophes ont été causées par l'ignorance des procédures scientifiques les plus basiques. Reparlons des crapauds buffles. Ils ont été relâchés en Australie par un entomologiste, chercheur dans un institut scientifique de l'industrie sucrière. Et il l'a fait contre l'avis de ses collègues. Personne n'a vérifié si les crapauds buffles mangeraient les insectes dont on voulait se débarrasser. Presque aucune recherche n'a été faite sur leurs préférences alimentaires et le résultat n'est pas brillant. Cependant, toutes les tentatives de contrôle biologique ne finissent pas mal. On entend moins parler des histoires qui se terminent bien, mais il en existe. Durant l'hiver 1888-89, Rhodolia cardinalis, une espèce de coccinelle, a été amenée en Californie depuis l'Australie. Sa cible était une autre espèce introduite, la cochenille australienne. Elle endommageait si gravement les vergers d'agrumes que les fermiers déracinaient et brûlaient les arbres dont la valeur chutait rapidement. La situation semblait désespérée, mais à l'automne 1889, le parasite avait été complètement éliminé dans les zones où il avait été introduit. La coccinelle avait littéralement sauvé l'industrie des agrumes de Californie, et après ce succès, on a commencé à l'utiliser dans d'autres régions, où elle s'est montrée très efficace. Cette histoire a marqué le début du contrôle biologique moderne. À vrai dire, il s'agit encore de l'un des programmes les plus réussis. Il y a eu d'autres succès, mais curieusement tous impliquaient des insectes et des plantes. Les essais ont été bien moins concluants avec d'autres animaux. Enfin, peut-être qu'on n'a simplement rien trouvé. Donc, si vous en savez plus, laissez un commentaire. Enfin, la conclusion, c'est que si on voulait vraiment relâcher des ratels en Floride, il faudrait faire une analyse approfondie et peser le pour et le contre. On devine la suite. Les chercheurs seraient horrifiés et ils diraient « c'est une mauvaise idée ». Difficile de leur donner tort. Non, vraiment, cette idée coûterait bien trop cher aux écosystèmes de Floride. De toute façon, il n'y a pas de pilule magique pour réparer les dégâts causés à la nature, et encore moins de ratel magique. Aucun animal ne vaincra les pitons birmans une fois pour toutes. Pas même nous. J'ai mentionné qu'en Floride, il y a des groupes de chasseurs qui ont dédié leur vie à capturer les pitons invasifs. Ils sont payés 43 € par serpent de moins de 1,20 m et 21,50 € de plus tous les 30 cm supplémentaires. Trouver un nid peut rapporter 172 €, mais la chasse ne réglera pas le problème. Pour qu'un écosystème se débarrasse d'une espèce invasive, il faut une approche complète. Éducation, politique et les dernières connaissances scientifiques. Même aujourd'hui, des technologies sont développées pour traquer et capturer les pitons. Beaucoup a déjà été accompli, mais il faut continuer à sensibiliser à la menace que ces serpents représentent pour qu'aucun python birman ne soit plus relâché et que les serpents domestiques soient pucés et surveillés attentivement. Bref, c'est un travail colossal qui demande de la main-d'œuvre, chercheurs, autorités et gens ordinaires. Mais pas de ratels. Imaginez. On introduit des ratels, on les relâche, ils se plaisent, ils se reproduisent partout en Floride et ils deviennent une nouvelle espèce invasive, nuisible et dangereuse. Et après, s'en débarrasser serait impossible. On pourrait pas amener un autre prédateur, encore plus coriace. Vous savez pourquoi ? Bah oui, il n'y a rien de plus coriace qu'un ratel. Et c'est pas tout, les ratels pourraient coûter cher à l'écosystème de Floride, mais aussi aux habitants. Par exemple, un fermier émirati a dit que dans sa ferme d'Al-Moussaïli à Ras El Khaimah, des ratels ont tué et mangé du bétail pour une valeur de 80 000 dirhams, 18 900 €. En 2 ans, 35 moutons sont morts et des ruches ont été détruites. En fin de compte, le ratel n'a pas usurpé son surnom de blaireau à miel. Certains morceaux de viande ainsi dévorés valaient 16 000 dirhams chacun, soit 3 440 €. Le propriétaire d'une ferme voisine a perdu 15 moutons lui aussi. Ensemble, ils en ont conclu que c'était l'œuvre du même ratel. Les traces correspondaient et les blessures sur les animaux avaient l'air identiques. En fin de compte, un des fermiers a installé des pièges et il a pu attraper le voleur. Dans la vidéo, l'animal capturé se trouve dans la cage, grognant et montrant les dents. C'est impressionnant. Mais comme vous l'avez compris, avec les ratels, c'est pas qu'une question d'appétit, mais aussi de ruse. Il y a quelques années, un conservateur du parc national Kruger, Brian Jones, a secouru un ratel nommé Stoffel. C'est là que tout a commencé.
Stoffel s'est révélé être un sacré mont en l'air. Dès qu'il était enfermé, il grimpait la clôture, glissait sa patte à travers le grillage et ouvrait la serrure. Quand ça n'a plus été possible, il s'est mis à creuser des tunnels, comme dans le film La Grande Évasion. Puis, Jones a construit un Alcatraz pour Ratel, comme l'a appelé la BBC, une zone clôturée dont l'animal ne pouvait théoriquement pas sortir. Mais Jones avait négligé le fait qu'il y avait des arbres dans l'enclos, et là où il y a des arbres, il y a des branches. L'animal n'a pas hésité. D'abord, il a traîné une branche, et il s'en est servi comme échelle. Une fois les branches retirées, il a empilé des pierres pour former des marches. Dans le film Ratel, drôle de blaireau, Jones raconte comment Stoffel s'introduisait dans sa maison, attaquait les autres animaux du centre de réhabilitation et trouvait sans cesse de nouveaux moyens de franchir les barrières. C'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Les ratels sont si malins que les empêcher d'atteindre les moutons, les poules et même les chiens serait très difficile. Et les attraper, plus difficile encore. Ils pourraient causer d'énormes dégâts. En fin de compte, non seulement les écologistes s'opposeront à la présence de ratels en Floride, mais aussi les fermiers locaux qui seront aux prises avec un nouveau prédateur invasif. Et puis, vous avez vu ça ? Oui, mieux vaut qu'il reste en Afrique, loin des humains. N'oubliez pas de laisser un like si ce n'est pas déjà fait. A plus.